J'ai cru comprendre que les contextes sociaux ont fortement changé. Ce qui laisse entendre qu'il faut revoir aujourd'hui les processus de socialisation pour donner aux jeunes la possibilité de trouver un cadre de vie. Aujourd'hui, la famille a disparu, l'État a disparu, l'État est en panne, l'État est malade, la famille est malade. Ce qui laisse entendre que on a du mal, on peut dire, à proposer des règles de vie à ces jeunes pour les aider à avancer dans ce qu'on appelle le temps. Il faut donc revoir tous ces processus de socialisation au niveau familial, au niveau de l'État, au niveau de l'Église. Mais l'Église comme institution, aujourd'hui, ne peut pas tout faire, ne prendra pas la place de l'État. Voilà, l'Église est dans une société, l'Église est dans le monde, mais il faut quand même se dire qu'il faut composer. L'Église doit composer avec l'État, l'Église doit composer avec la nation, l'Église doit composer avec la famille. Donc, si la famille est en panne ou est malade, si l'État est malade, si l'État est en panne et tout ce qui, on peut dire, qui entoure le processus de socialisation, il y a des questions à se poser. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on va faire de cette jeunesse? Vraiment, nous sommes dans un chaos, je ne vais pas dire total, mais qui rappelle à juste titre ce que Kizerbo dit, éduquer ou périr. Sassou n'a pas le cerveau capable de faire avancer le Congo. Je ne dis même pas développer. Je vous assure que sur le plan intellectuel, sur le plan comportemental, en politique internationale, nous avons un cours qu'on appelle la personnalité des hommes politiques, la personnalité de l'homme d'État. Leur personnalité les empêche de faire. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas. Hein, parfois, on dit, oui, il y a peut-être du laisser faire et tout, mais aussi, leur cerveau n'est pas préparé pour gérer un État. Et moi, je reviens sur le postulat selon lequel c'est une volonté manifeste de destruction d'un pays. Fidèles téléspectateurs, chers internautes, bonjour ou bonsoir, selon le lieu où vous vous trouvez. Bonne et heureuse année 2023, santé, prospérité et paix dans vos deux mains. Pour cette première interview 2023, nous allons aborder un thème assez délicat, mais qui est au cœur de l'actualité, la dépravation des mœurs chez les jeunes au Congo. Je suis Loriquet et avec moi pour conduire cette émission, Christian Perrin. Bonjour Christian, bonne et heureuse année 2020. Merci Loriquet, bonjour à toi aussi et bonne heureuse année. Tu démarres l'année d'un bon pied? Ouais, je me sens bien. Très bien. Très bien, au point de m'ennuyer d'ailleurs. C'est à voir. Très bien. La dépravation des mœurs en milieu jeune inquiète au Congo-Brazzaville et elle s'illustre par des pratiques telles que la consommation de l'alcool et la drogue, la violence et le banditisme, l'accès illimité à la pornographie qui pousse la jeunesse à s'adonner à des pratiques déviantes. Certains excellent dans l'injure publique, l'exposition de leur nudité et parfois la prostitution sur les réseaux sociaux. Pour en parler, nous avons sur ce plateau des politologues, des sociologues, des pédagogues et un membre de l'Église. Nous commencerons par l'abbé Étienne Bakissi, qui est administrateur et curé du doyenné de La Roche-Bernard, ainsi que docteur en théologie politique et docteur en sociologie politique. Il est aussi diplômé en gestion des conflits et médiation internationale. L'abbé Étienne Bakissi est également écrivain. Nous avons également sur ce plateau Monsieur Georges Goma, qui est docteur en sociologie de l'Université de la Sorbonne et dont la thèse a porté sur le vieillissement. Il a enseigné pendant 14 ans en région parisienne à l'Université d'Évry, pendant 4 ans en Californie et 12 ans dans le réseau des universités du Québec. Le docteur Georges Goma a été membre de la commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse.
Il est également membre du CRC, Congrès pour la Renaissance du Congo, et il est vice-recteur du Collège Études et Perspectives au CRC. Enfin, nous avons M. Didier Moini-Ibolo, qui est titulaire d'un Master Degree en politique internationale de l'Université de Fudan à Shanghai, est titulaire également d'un Master 2 en sciences de l'éducation à Paris Descartes, la Sorbonne, avec comme spécialité l'ingénierie de l'aide spécialisée à la personne. Titulaire d'un diplôme d'État d'éducateur spécialisé, M. Didier Moini-Ibolo est formateur occasionnel ou a été formateur occasionnel pendant 4 ans à l'Institut de recherche et du travail social IRTS à Montrouge. Actuellement directeur d'un établissement de protection de l'enfance, M. Didier Moini-Ibolo est également porte-parole du CRC. Messieurs, nous allons entrer très rapidement dans le vif du sujet. Nous avons tous pris connaissance il y a quelques jours d'une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux et qui montre plusieurs jeunes enfants de moins de 15 ans prenant de la bière dans un débit de boisson et exhibant des danses obscènes au son d'une musique salace. Ces images auraient été tournées dans un bar à Pointe-Noire et donc cela se passe au Congo. Avant d'entrer donc, comme je le disais tout de suite, dans le vif du sujet, suivons la vidéo qui fait l'objet de notre émission. Vous venez de suivre avec moi cet extrait. Qu'est-ce que cette vidéo vous inspire? La parole à qui veut la prendre? La parole est libre, hein? Qui veut la saisir en premier? Mais écoutez, je vais commencer. Déjà, bonjour, bonsoir à tous vos téléspectateurs et puis bonne année, puisque nous sommes encore au mois de janvier. Bonne année aux Congolais, partout où ils se trouvent, au Congo, Brazzaville principalement, et dans toutes les diasporas. Je leur souhaite surtout la santé, mais aussi la réussite dans leurs projets. Alors, vous posez la question, cette vidéo nous inspire, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise si ce n'est que cela inspire de la tristesse. Cela me renvoie vraiment de la tristesse, beaucoup de tristesse, mais aussi beaucoup de colère, puisque si on veut tuer une nation, un peuple, une civilisation, quoi de mieux que de s'attaquer à sa jeunesse, de s'attaquer aux enfants. Cette vidéo renvoie quelque chose de dégoût. On en parlera tout à l'heure, mais très vite, on peut se demander où sont les parents et où est l'État, parce que ce sont là des deux composantes qui doivent protéger les enfants, éduquer les enfants, leur donner un environnement viable. Donc, c'est vraiment un sentiment de colère et de tristesse, mais aussi un sentiment qui veut dire que non, mais on ne peut pas continuer comme ça, et j'espère que assez rapidement au Congo, on trouvera la solution aux nombreux problèmes qui minent notre pays et principalement les problèmes de la jeunesse. Monsieur l'abbé, qu'est-ce que Bon, cela... mais je trouve que la vidéo renvoie, à mon sens, on peut dire deux choses essentielles. La première, c'est la vidéo nous montre un peu comment notre société se trouve fragilisée, d'une part, et d'autre part, comment la famille se trouve également fragilisée. Donc, on sent, à mon sens, un décalage entre la famille, la société et l'État. Et ce décalage, on peut dire, est à chercher, mais aussi, on peut dire, à combler. Et voilà comment, quelle est la lecture, à mon avis, que je peux porter ou mon regard sur cette vidéo. La société, l'État, la famille affaiblie. Alors, Georges, c'est le même sentiment? Mais absolument, en voyant ces images, ça m'écœure et j'ai un sentiment de dégoût comme mes confrères sur le plateau. Mais je vais aller directement. Je pense que ce que nous avons vu est le résultat d'une gouvernance, mais disons-le clairement, d'une gouvernance exécrable. Dis-moi comment tu traites ta jeunesse
Et je dirais, quelle société tu es? Depuis un quart de siècle maintenant, on a vu arriver aux combines du pouvoir un régime qui a eu tous les moyens nécessaires pour bâtir une bonne politique pour les Congolais et qui ne l'a pas fait. La jeunesse congolaise, je me demande même s'ils ont une politique pour la jeunesse, je n'en suis pas sûr avec ce type de résultat. Donc, c'est le sentiment que j'ai, c'est tout simplement de la responsabilité intégrale de l'État et de la famille. Bien évidemment, on a évoqué la famille, mais vous savez, la famille est aussi sous la coupe du régime en place. Voilà ce que je peux dire à ce niveau-là. Je ne jette pas l'anathème sur ces jeunes. Je pense que ces jeunes-là sont des victimes d'une gouvernance. Alors, en parlant de victimes, justement, de ce que nous avons pu observer dans cette vidéo, les enfants qu'on y voit sont encore très jeunes. On l'a dit, je ne pense pas que le plus petit ait plus de 5 ans. Mais ils semblent complètement désinhibés, comme des poissons dans l'eau. Ils boivent, rient et se frottent les uns aux autres à se demander s'ils réalisent la gravité des actes qu'ils sont en train de poser. Quelle analyse portez-vous sur le comportement de ces enfants qui semblent accoutumés des lieux? C'est quand même dire qu'il y a des fondamentaux. Je y vois d'abord le principe du développement humain. Le développement humain. C'est-à-dire, c'est une société, le parcours des âges, le cycle de vie, qui commence par la naissance, où il y a des enfants, un âge, les enfants, les adolescents, les personnes adultes et les personnes âgées. Voyez ce parcours des âges. Et les enfants sont des personnes vulnérables. C'est bien pourquoi on les met en quarantaine, le temps de les éduquer, le temps de leur inculquer les valeurs de la société. Et ça, c'est la responsabilité de la société à travers ces instances de base, à commencer par la famille, l'école, l'État et la société globale. Donc, ces enfants inhibés, comme vous le dites, Madame Loriquet, eh bien évidemment, c'est parce qu'ils ont été mal éduqués. Ils ont été très, très mal pris en charge. Entre-temps, je posais la question des politiques sociales. Je posais la question des politiques de la jeunesse, fondamentalement. Voilà. Quelle est l'expression de cette politique de la jeunesse? Eh bien, les enfants sont abandonnés. Les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Déjà, on ne peut pas tolérer que les enfants se retrouvent dans ces milieux-là, dans les bars. Ça, c'est impensable. Et c'est un événement qui est récurrent au Congo-Brazzaville. C'est-à-dire que les instances du contrôle social au Congo-Brazzaville sont inopérantes, y compris même les forces de l'ordre. Parce que les enfants arrivent à ce niveau-là, fassent ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'on les a vus faire, sans que ces services de l'ordre ne disent quoi que ce soit, c'est quand même assez traumatisant pour ceux qui observent. Oui, mais évidemment, monsieur Didier Mouini-Volo, Loriquet a dit tout à l'heure, ces enfants, lorsque vous les observez, c'est comme des poissons dans l'eau. Donc, ils se sont sentis mais vraiment à l'aise, dansant, buvant. Et à côté, il y a eu des parents. Donc, on a bien constaté que finalement, ce n'est pas leur première expérience. Et lorsqu'on entend Georges répondre, je me rends compte que finalement, c'est entrer dans les habitudes, finalement. C'est des enfants qui ont coutume de danser, soit avec leurs parents, ils vont dans les débits de boissons, comme on l'a constaté. Et c'est ce comportement qu'on voulait comprendre avec vous, qui êtes spécialiste sur la matière. Quelle analyse faites-vous de ce comportement? Finalement, c'est entrer dans les mœurs, ça ne choque plus personne? Alors, je voudrais, si je dois rebondir assez rapidement, lorsque, évidemment, Madame Loriquet dit ces enfants sont complètement désinhibés ou inhibés, mais c'est déjà la conséquence de la consommation de l'alcool.
il faut savoir que le corps de l'enfant, le cerveau de l'enfant, c'est un corps, c'est un cerveau immature qui est encore en construction, en fabrication. John Locke nous rappelait qu'à la naissance, l'âme est une tabula rasa. Donc, et même si nous sommes des chrétiens, peu importe qu'on soit catholique, évangéliste et autres, et le Christ faisait toujours le rapport entre la capacité d'entrer dans le royaume de Dieu et le fait d'être comme un enfant, parce que l'enfant est innocent. Et il faut savoir qu'en termes de développement psycho-affectif de l'enfant, un enfant naît dans une famille. Les enfants ne tombent pas du ciel. Et c'est le rôle des adultes, des parents principalement, mais des adultes, de s'occuper des enfants dans leurs besoins fondamentaux, qu'il s'agisse de la nourriture, qu'il s'agisse de l'éducation, qu'il s'agisse, rappelons-nous les berceuses que les parents nous chantaient, et toute, même la nourriture affective. Et c'est ça qui permet à l'enfant de se construire. Or, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on voit? On voit des enfants entre griffes, victimes des comportements des adultes. Parce que, et je suis tout à fait d'accord avec Georges Goma quand il dit, mais les enfants, c'est d'abord les victimes. Quand vous voyez les enfants délinquants, les enfants désocialisés, les enfants violents, ils sont d'abord victimes d'un environnement familial défaillant et victimes d'une société aussi qui est défaillante, puisque les enfants naissent, c'est la famille qui transmet l'éducation primaire, l'éducation fondamentale, l'éducation de base, et la société complète par le biais de l'école et le travail et puis toutes les activités sociales. Or, à ce niveau, il y a une telle défaillance. Et d'ailleurs, je voudrais parler aussi d'une vidéo où on voit, c'est un enfant de 3 ans à peu près, et il est en train de boire sa bière très calmement, et à côté de lui, on voit bien qu'il y a un homme adulte, mais qui ne dit rien. Donc, quelles sont les valeurs familiales aujourd'hui? Quand on était tous enfants, quand les parents étaient entre adultes et buvaient, nous étions dans les chambres ou nous étions dehors en train de jouer. On ne peut même pas s'asseoir avec les parents. Donc, on voit qu'il y a une dépravation des mœurs, non pas au niveau de la jeunesse, mais d'abord au niveau des adultes qui sont devenus des adultes irresponsables, totalement irresponsables, et qui laissent passer de tels comportements. Et on voit aussi, au niveau donc de l'appareil de l'État, une défaillance en termes de socialisation secondaire. Donc, la famille est complètement perdue, complètement dépravée et ne joue plus son rôle. Et au niveau aussi de, vous savez, rappelez-vous, quand on grandissait, qu'est-ce que les parents disaient? Et yo, comportement wana ya bisote. Nanda konanga na lingi makamba ya bozoba te. Na inzo amour muzolve bizoba. Et donc, partout au Congo, il y avait de la morale, il y avait des valeurs, il y avait des normes, il y avait des habitudes, il y avait des interdits, les règles que les gens respectaient. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Et quand vous voyez même l'école ne véhicule plus les valeurs humaines, les valeurs familiales, les valeurs sociales. Et donc, toute la société congolaise est en danger, et principalement les enfants. Et donc, il faut très vite trouver une solution, parce que sinon, oui, le Congo peut cesser de disparaître. Monsieur l'abbé Étienne Bakissi, Oui. nous, quand on grandissait, on nous disait, écoutez, Dieu n'aime pas ci, Dieu n'aime pas cela. Et quand on se baladait, même quand les parents n'étaient pas là, avant de poser un acte, on se disait, mais est-ce que Dieu n'est pas là en train de me voir? Et puis, bon, on se retenait. Est-ce que là, par exemple, nous avons l'exemple bon, le Congo, comme on le sait tous, tout à l'heure, quelqu'un l'a rappelé, c'est en grande partie des chrétiens. C'est des gens qui vont à l'église tous les temps, qui peuvent se retrouver dans un débit de boisson, comme on l'a vu dans ces images, en train de danser, ils sont tranquilles. Et je l'ai dit tout à l'heure, en plus, ils sont un peu comme ces petits poissons dans l'eau. Ils sont dans leur environnement. Comment on peut interpréter ça religieusement parlant? Est-ce que la crainte même de Dieu a disparu, c'est ça? Bon, le problème aujourd'hui, c'est, je crois que c'est Kizerbo, Kizerbo qui rappelle à juste titre, je crois qu'il a raison, éduquer ou périr. C'est un peu la problématique qu'il pose quand il faut traiter la question de la jeunesse. J'ai cru comprendre que les contextes sociaux ont fortement changé. Ce qui laisse entendre qu'il faut revoir aujourd'hui les processus de socialisation pour donner aux jeunes la possibilité de trouver un cadre de vie. Aujourd'hui, la famille a disparu, l'État a disparu, l'État est en panne, l'État est malade, la famille est malade. Ce qui laisse entendre que
on a du mal, on peut dire, à proposer des règles de vie à ces jeunes pour les aider à avancer dans ce qu'on appelle le temps. Il faut donc revoir tous ces processus de socialisation au niveau familial, au niveau de l'État, au niveau de l'Église. Mais l'Église comme institution, aujourd'hui, ne peut pas tout faire, ne prendra pas la place de l'État. Voilà, l'Église est dans une société, l'Église est dans le monde, mais il faut quand même se dire qu'il faut composer. L'Église doit composer avec l'État, l'Église doit composer avec la nation, l'Église doit composer avec la famille. Donc, si la famille est en panne ou est malade, si l'État est malade, si l'État est en panne et tout ce qui, on peut dire, qui entoure le processus de socialisation, il y a des questions à se poser. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on va faire de cette jeunesse? Donc, la question de la jeunesse aujourd'hui, ce n'est pas simplement une question d'église ou de l'Église. C'est une question qui touche, on peut dire, toutes les sensibilités et toutes les structures sont à repenser. Justement, en parlant de responsabilité, la réponse d'une internaute m'a particulièrement interpellée. Elle a écrit ce qui suit, messieurs. En tant qu'adulte et mère, j'ai été surprise et choquée dans un premier temps, puis révoltée à la lecture de cette vidéo. Plusieurs questions donc m'ont traversé l'esprit. Qui autorise des enfants à boire dans un bar ou un nganda, comme on le dit chez nous? Qui leur a pris cela? Et cette internaute a dit quelque chose d'intéressant. Elle dit de prime abord, on pourrait jeter la pierre aux parents ou aux tuteurs en arguant qu'ils n'ont pas fait leur travail d'éducation. Toutefois, je pense que le problème est beaucoup plus complexe et que la seule responsabilité parentale ou familiale ne peut pas expliquer tout cela. Alors, moi, je reviens vers vous. Je vous ai entendu tous parler de responsabilité de l'Église, de la société, des parents, responsabilité de l'État. À qui incombent véritablement les responsabilités de cette jeunesse qui est en péril? Moi, je dirais que la responsabilité est partagée. Hein. Je ne cesserai de le dire, la crise du Congo, c'est une crise, ce que j'appelle moi, une crise structurelle. Et nous sommes entrés dans ce qu'on appelle la crise de l'autorité au niveau parental, au niveau des institutions, au niveau de toutes les instances, on peut dire, qui composent non seulement l'évolution de l'enfant ou du jeune, mais vraiment, nous sommes dans un chaos, je ne vais pas dire total, mais qui rappelle à juste titre ce que Kizerbo dit, éduquer ou périr. Donc, nous avons, on peut dire, à repenser notre système éducatif, notre système familial, pour essayer de trouver, on peut dire, d'autres paradigmes, je vais dire, qui peuvent nous aider à restructurer le vivre ensemble et notre vie communautaire. Alors donc, éduquer ou périr, ce que je peux dire, c'est que le gouvernement congolais est aussi conscient de cela. Maintenant, la question qui s'impose, où on éduque, où on périt tous, qu'est-ce qui peut expliquer qu'un gouvernement, par exemple, se rendant compte, bien sûr, de ce péril, parce que c'est un péril, hein, bon, voilà, c'est un suicide collectif, là. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'un gouvernement laisse faire, par exemple? Le problème, c'est est-ce que la question de l'éducation est soulevée au niveau du Sénat? On peut se poser la question. Deuxième chose, est-ce que la question de l'éducation est soulevée quand les parlementaires congolais se retrouvent? Et dans ces lieux de prise de décision, quelle est la place qu'on accorde à l'éducation de nos enfants? Ça, c'est une chose. Une autre chose, lesquels sont nommés pour pouvoir, on peut dire, gérer l'éducation nationale au niveau du Congo? Est-ce que c'est des spécialistes de l'éducation? Est-ce que ceux qui sont nommés à ces postes comprennent exactement la portée de l'éducation dans un pays, dans une nation, dans un État, dans une société? Il faut bien se poser toutes ces questions. Donc, la moi, je question, reviendrai à quelque chose. Le profil des animateurs. Oui, le problème qui se pose pour moi, il faut qu'on mette en route les états généraux d'éducation nationale. Ça, c'est fondamental, c'est important pour essayer de faire une relecture
on peut dire, de l'éducation au niveau du pays, au niveau de la nation. En ce moment-là, on pourra pointer, on peut dire, les problèmes et voir ensemble comment il faut les résoudre. Déjà en 2018, on avait, on peut dire, débloqué 24 milliards de francs CFA pour restructurer l'éducation. Où sont passés les 24 milliards? Qui les a empochés et pourquoi? La question que tout le monde va se poser et la question, la Je pense qu'on réponse, je ne avait sais pas qui décidé va la de donner, faire, mais vous, je pense que c'était l'année où on avait fait de l'enseignement la priorité du gouvernement. Chaque année, il semblerait qu'il y avait des priorités et cette année-là, c'était le secteur de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur qui devait être mis en valeur. Alors, puisque la question était posée, c'est vrai que l'abbé Étienne Bakissi a amorcé, c'était de savoir qu'est-ce qui peut encore justifier ce comportement, se laisser aller d'un gouvernement qui voit sa jeunesse périr comme ça. Georges? Bon, ben, écoutez, je reviens sur l'idée que j'ai évoquée au départ. Je vais rester sur le terrain politique au sens strict du terme. Nous sommes des observateurs, n'est-ce pas, de l'évolution de la société congolaise. Nous avons assisté un peu à tous les événements politiques qui sont passés au Congo-Brazzaville. Je reviens sur un point très essentiel, c'est quand même la crise de 1997, une fois de plus, qui a revu M. Denis Sassou Nguesso s'installer au pouvoir. Et je vais encore reprendre une référence que tout le monde a pratiquement vue, de M. Denis Sassou Nguesso répondant à un journaliste à une télévision française et qui dit clairement, c'est pas moi qui invente, mais c'est M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, à une question qui lui a été posée sur l'éducation, je suppose, il dit clairement que au début des années 80, la fin des années 79, nous avons pratiquement atteint 100% de scolarisation au Congo-Brazzaville. Et que nous avons nous-mêmes choisi de détruire. Il le dit clairement devant les médias. Oui. Et l'éducation, la santé, est arrivé un moment où le Congo, pour ne parler que de l'éducation, avait atteint un taux de scolarisation de 100%. Et nous l'avons atteint aux années 80, même avant. Et puis est arrivé un autre moment où nous avons décidé de détruire. Et le taux de scolarisation a baissé. Et qu'aujourd'hui, on voit très bien que l'éducation, et pas l'éducation seulement au Congo-Brazzaville, sont deux secteurs qui, comme scientifiquement, sont en train d'être démantelés, sont en train d'être détruits tranquillement. Parce qu'on ne peut pas dire que l'État congolais, M. Denis Sassou Nguesso, a toujours eu la chance d'arriver au pouvoir et de brasser des sommes incommensurables d'argent. Ça, tout le monde le sait. Rien qu'à évoquer les 14 000 milliards qui ont disparu comme par enchantement, à côté de tous les entrées d'argent, quel cas a été fait à l'éducation? Monsieur Yves Ngolondele, qui est ministre de la Jeunesse, des Sports, de l'Éducation, de la formation qualifiante et de l'emploi, à cette position, qu'est-ce que M. Ngolondele peut dire aux Congolais? Est-ce qu'il a un jour pris contact avec M. Firmin Ayessa, qui est aussi un ministre d'État et qui est en charge du travail, de la sécurité sociale, pour élaborer une bonne politique de la jeunesse? Est-ce qu'il a un jour parlé à M. Jean-Rosaire Ibarra, qui est aussi un ministre en charge de la qualité du service public et de la lutte contre les antivaleurs? Nous en avons parlé, nous avons commencé par ça. Je vais terminer par un autre ministre de la République,
M. Aimé Bininga, garde des Sceaux, ministre de la Justice, de la promotion des droits humains. Parce que évoquer la question des enfants, c'est également évoquer la question des droits humains. Et là, je vais terminer mon propos pour laisser passer les autres sur quelque chose de très important. Le Congo-Brazzaville est parmi les États membres des Nations Unies. Et quand en 1924, cette phrase est prononcée, l'humanité doit donner à l'enfant ce qu'il a de meilleur. Et ça, c'est la déclaration de Genève de 1924, qui s'en est suivie par la déclaration des droits de l'enfant de 1959 et la Convention internationale des droits de l'enfant. C'est une façon de vous dire que la question de l'enfance et de la jeunesse dans une société est une question fondamentale. Parce que les enfants, la jeunesse, c'est le creuset de la société de demain. Alors, comment peut-on comprendre qu'un État qui a brassé des sommes incommensurables d'argent n'ait pas pu mettre en place une politique de la jeunesse pour fabriquer, pour construire? Et une petite parenthèse, ils se gargarisent de dire que nous avons construit. Nous avons construit. Il n'y a pas longtemps, ils ont fêté les 20 ans des grands travaux. On se gargarise d'avoir fait des choses. Oui, on va arriver là, mais il y a des questions qu'on doit d'abord... La jeunesse, M. Christian Perrin. Je voulais parler, articuler la notion de la construction de la jeunesse. Donc, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est une volonté manifeste de détruire cette jeunesse, comme l'a dit M. Denis Sassou Nguesso. Oui, Loriquet. Oui, alors j'aimerais bien entendre M. Didier Moigny-Volo sur la question donc, des responsabilités. Ici, on s'est appesanti sur la responsabilité de l'État. Et ta question, c'était justement de comprendre pourquoi on laisse... Oui, puisque évidemment, M. Didier Moigny-Volo est spécialiste de l'enfance, il faut dire ainsi. Donc moi, j'aimerais lui poser deux questions très claires. Est-ce qu'ici, la responsabilité, bien évidemment, on a pointé du doigt la responsabilité de l'État et il nous dira ce qu'il en pense, mais est-ce que, fort de son expérience, quelle est la responsabilité de la famille dans le cas de figure qui est le nôtre? Il y a quand même un cadre légal. Tout à l'heure, M. Georges Goma parlait de la déclaration sur... il y a par exemple la loi Portela, que l'on connaît tous. On a également la loi de 2010 qui porte sur la protection de l'enfance. Il existe plusieurs lois comme ça et des cadres... Oui, évidemment, pendant que tu fais état de la loi Portela, Loriquet, il y a également, on a retrouvé évidemment la loi 78 du 16 janvier 1960 tendant à protéger la moralité de la jeunesse congolaise. C'est une loi qui avait été promulguée, sinon signée par le président Fulbert Youlou. Je vais me permettre de lire juste quelques articles, si vous me permettez, peut-être que on peut avoir les idées là-dessus. Voilà, l'article 1er dit ceci: dans les agglomérations urbaines, il est interdit aux enfants de moins de 16 ans de sortir sans être accompagnés de leurs parents à partir de 20 heures. Oui, l'article 2, il leur est également interdit de fréquenter les bars, cinémas et dancing, voilà, sauf les dispositions prévues à l'article 3. Et l'article 3 dit ceci: les enfants de moins de 16 ans peuvent assister à la projection des films éducatifs ou aux spectacles spécialement conçus pour la jeunesse. Donc, on comprend bien que depuis l'indépendance, donc les années de l'indépendance, on avait déjà pensé à protéger la jeunesse. Exactement. Et on a aujourd'hui des lois qui se sont appuyées sur cette loi de 1960, donc comme on citait la loi Portela et celle de 2010, qui se sont appuyées sur cette loi de 1960 et qui ont, en plus d'avoir repris donc, les articles que tu viens de nous lire, parce qu'ils ont été repris, ont ajouté un autre cadre qui
concerne justement la maltraitance, la protection de l'enfant, et tout cela, toutes ces lois-là définissent clairement le cadre où l'enfant devrait vivre, être encadré. Donc, pour revenir à M. Didier Mouni-Volo, quels sont, puisqu'il existe un cadre légal, quelle est la responsabilité de la famille? On s'est appuyé sur celle de l'État, je vous laisserai y répondre, mais quelle est aussi la responsabilité des familles, de la famille avec un grand F et des familles en général? Dans tous les pays du monde, ça il faut le savoir, dans tous les pays du monde, lorsque la société va mal, la première chose qu'on va regarder, c'est comment va la famille. La famille est au fondement même de la société et même dans la religion. Monsieur l'abbé pourra mieux nous expliquer ça. On parle de la famille sainte et même dans la religion, on parle de la famille sainte. Le Christ, le problème qu'il a eu aussi avec ses détracteurs, c'est qu'on pensait que le Christ devait tomber du ciel. On attendait un Christ. Et d'ailleurs, c'est pour cela, sans entrer dans les conflits de religion, c'est pour cela d'ailleurs qu'une partie des Juifs, en tout cas la grande partie des Juifs, n'ont jamais voulu reconnaître le Christ parce qu'il est né d'une femme, alors même que, semble-t-il, dans les prophéties, il devrait tomber du ciel. Mais en tout cas, les humains, jusqu'au jour d'aujourd'hui, naissent dans un environnement familial. Et c'est là tout le problème. Et c'est là tout le problème. Je demande qu'on puisse voyager un peu dans le temps et de nous remémorer des choses qu'on nous enseignait à l'école, c'est le contrat social. Le contrat social, le pacte républicain. Qu'est-ce qui se passe chez nous? Chez nous, déjà, il faut partir d'un prélat, c'est que nous manipulons des institutions et M. l'abbé a beaucoup insisté sur le rôle des institutions. Nous manipulons des institutions pour lesquelles nous n'avons pas le mode d'emploi. Il faut savoir que ces institutions sont venues avec la colonisation. L'État est né en Occident et l'État, le modèle occidental de l'État, s'est exporté dans tous les pays du monde, en Asie, en Amérique, en Afrique. Quand on dit le ministère de l'Éducation nationale, il n'y a pas eu de ministère de l'Éducation nationale avant la colonisation. C'est un héritage colonial. Même en Chine, il n'y avait pas le ministère de l'Éducation nationale avant la colonisation occidentale. Donc, c'est le modèle occidental. Sauf que ce modèle est utilisé. Et M. Georges Goma a cité les noms des ministres, mais ces ministres ne savent pas c'est quoi leur fonction. C'est ce qui fait Oui, que... mais là, nous sommes sur la dimension étatique. La famille elle-même, d'abord, sa responsabilité. J'arrive, M. Perrin. Donc, même si vous leur donnez des millions, attention, hein, le PCT a échoué alors que le PCT arrive au pouvoir, met en place l'exploitation pétrolière. Le Congo compte 1 million d'habitants. Attention. Quand Mariam Gouabi prend le pouvoir, le Congo compte 1 million d'habitants. Avec toute la richesse que nous avons, il a échoué. Sassou prend le pouvoir en 1979. Le Congo compte 1 million, peut-être 200 000 habitants. Le premier boom pétrolier au Congo, le Congo compte 1 million 500 000 habitants. Il a échoué. Et croyez-moi, ils n'arriveront jamais avec 5 millions d'habitants. Si un père de famille ne peut pas nourrir 2 enfants, avec sa même situation sociale, s'il en fait 5, 6, 7, comment voulez-vous qu'il puisse le nourrir? Or, pour revenir à la responsabilité familiale, qu'est-ce qui se passe? J'ai parlé du contrat social. Le contrat social, c'est quoi? De façon très simple. Nous, les individus, nous venons de Dieu ou de l'évolution, là n'est pas le débat. Mais nous vivions dans nos petits villages, dans nos nzo, dans nos ndako, dans nos petits cercles tribaux ou ethniques, mais vraiment des communautés très réduites. Sauf que, nous disent les sociologues, les spécialistes de la sociologie politique ou de la philosophie politique ou des sciences politiques, c'est qu'au fur et à mesure que les petits villages se mettent ensemble, créent de grosses agglomérations, eh bien, à ce moment-là, on ne peut pas être dans Motonamoto à Bongissa. Ça, c'est la devise du PCT et ça ne marche pas. Motonamoto à Bongissa, dans la sociologie des organisations, ce n'est pas possible. Quand c'était une fois, le petit chef Bateke d'une fois s'est débrouillé avec les pêcheurs, les chasseurs, les agriculteurs. Mais si une fois se transforme en Brazzaville avec 1 500 000 habitants, mais d'office, il faut un autre mode d'emploi pour piloter cette agglomération avec tous ces problèmes de santé, d'aménagement du territoire. Et donc, le contrat social, c'est quoi? Pardon, Didier Mouni-Volo, je vais un peu comprendre avec vous, vous allez me pardonner. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que si déjà l'État ne fonctionne pas, la famille également ne pourra jamais fonctionner, c'est ça? Parce que l'État, dans le cadre du contrat social, a dit à la famille, vous ne pouvez plus vous occuper de votre individu, d'un membre de votre famille, parce qu'avant, c'était quoi, M. Perrin? C'est mon oncle qui me dira si je vais être chasseur, cueilleur, pêcheur, agriculteur ou je vais faire autre chose.
Sauf que là où chaque famille décidait pour elle, l'État a dit maintenant, c'est moi qui décide. D'où les lois. Nous avons parlé de la loi 78 du 16 janvier 1960 portant protection de la moralité de la jeunesse. Mais avant, c'était chaque père, chaque oncle. Par exemple, chez les familles matrilinéaires, c'est l'oncle maternel qui décidait de la moralité de son neveu. Point. Il n'y avait pas d'État, en tout cas dans la forme actuelle. Or, dans la forme actuelle, l'État a dit à un moment donné, c'est moi qui prends le monopole de gérer la richesse nationale dans l'intérêt collectif. Donc, on crée des écoles. Mais sauf que tout ça a échoué. Donc, même si aujourd'hui, oui, la famille a une responsabilité, mais si vous prenez les États actuels, la responsabilité familiale est minorée parce que la responsabilité revient à l'État. Les autres intervenants l'ont dit. Vous savez, la grosse responsabilité de l'État, c'est quoi? L'irresponsabilité de l'État, c'est quoi? J'ai cette fameuse loi de 2010. L'État a mis une loi sur la protection de l'enfance au Congo. Sauf que, trouvez-moi les institutions créées par l'État pour la protection de l'enfance. En France, par exemple, vous avez l'aide sociale à l'enfance, mais que vous retrouvez en Belgique, au Canada, aux États-Unis, partout. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement créer la loi, ce qu'on appelle les lois de politique sociale, mais encore qu'il faut que les députés, les sénateurs, votent des crédits, votent des budgets pour que les institutions puissent accompagner. Vous avez par exemple les catholiques, sans entrer dans les conflits de religion, les catholiques ont une expérience dans l'accompagnement de ce qu'on appelle la jeunesse, les populations en grande difficulté. Donc, on crée, dans le cadre de la protection de la jeunesse, des institutions avec un financement de l'État. L'État peut financer les associations, les ONG ou créer ses propres institutions. Ça, on n'a pas fait. Et en dehors de la loi de la protection de l'enfance, mais il faut encore prendre des textes plus opérationnels pour s'occuper de ces enfants. Ça, c'est le rôle de l'État parce que l'État nous a dit, cédez-moi vos parcelles de souveraineté et moi, je saurai comment répondre aux besoins de la collectivité. Le rôle de l'État, c'est de prendre en charge la collectivité. Donc, même si demain, vous demandez, et on le voit même en Occident, dans les pays occidentaux, le grand banditisme ou le banditisme, la délinquance des mineurs vient aussi du fait que l'État ne trouve pas les solutions face à cette problématique sociale et ces enfants qui sont dans les trafics, ce sont eux qui ramènent du budget à la maison. Et donc, les parents sont fragilisés à certains moments de se dire, tiens, d'accord, je vais dire à mon fils de ne plus faire le deal ou vendre tel ou tel produit illicite. Mais si on ne fait pas ça, on vit de quoi? Et ça, c'est la réponse que l'État doit apporter. Monsieur Mouni-Volo, si je comprends bien, vous êtes en train de nous expliquer qu'aujourd'hui, la responsabilité familiale est complètement inexistante. Pas du tout. Pas du tout. Je dis juste que la responsabilité de la famille existe dès lors que, petit, c'est à la famille de s'occuper de son enfant. Dans toutes les sociétés, c'est comme ça, depuis l'Antiquité. Sauf qu'à un âge donné, et surtout quand les familles rencontrent des difficultés sociales, les difficultés financières. Par exemple, au Congo, toutes les entreprises sont en train de fermer. Le taux de chômage explose. Plus de 70% de la population congolaise, les Congolais vivent avec moins de 2 $. En parlant de l'éducation nationale, je suis allé regarder un peu le budget congolais, le budget 2023. Il est à peu près de 1700 milliards en termes de dépenses. Et le budget de l'éducation nationale, c'est 16% du budget national, ce qui nous fait à peu près 276 milliards de francs CFA. Mais où va cet argent? Est-ce que le ministre de l'Éducation nationale peut venir sur votre chaîne et expliquer aux Congolais les dépenses réalisées avec les 276 milliards de francs CFA de budget de l'éducation nationale? Mais Monsieur Perrin, Madame Loriquet, on est en train de parler des choses sérieuses. Moi, j'aimerais bien que tous les trois, qu'on se retrouve encore avec vous, mais en présence des ministres concernés. En tout cas, s'il peut Comment accepter, cette pour invitation, il s'occuper. n'y a pas de souci. Teler TV est ouverte plutôt à tout le monde et le plateau, il est libre en plus. Hein, et ils peuvent venir. Christian, moi, je voudrais rebondir parce que alors, mettons ce que. que dit Monsieur Mouni-Volo est assez intéressant et contraste un peu avec l'actualité. On a vu une sortie du procureur de la République qui dénonçait donc les violences et l'insécurité
dans les rues de Brazzaville et qui pensaient même pouvoir incriminer les parents des enfants qui seraient considérés comme des bébés noirs. La loi, elle est dure, mais c'est ça la loi. Elle s'appliquera dans toute sa rigueur, sans complaisance, à l'égard des bébés noirs et de leurs parents. J'ai donné l'ordre aux officiers de police judiciaire de la ville de Brazzaville d'interpeller tous les parents de ces bébés noirs et de les placer en garde à vue et de me les déférer. Donc, il a trouvé quelle procédure de code pénal qui dit que lorsque un enfant, et encore que Georges Goma l'a bien dit, il faut situer les âges. Pour un enfant mineur, je vous lis ce que dit la loi 78 du 16 janvier 1960, sera puni d'une amende de 1 000 francs à 5 000 francs et la fermeture pendant 15 jours, le directeur et propriétaire de bars, dancing et cinéma qui auront admis des enfants de moins de 16 ans. L'enfant qui sera surpris la nuit dans la rue ou dans les lieux publics en violation des dispositions de l'article 1er ci-dessus sera appréhendé et remis le lendemain à ses parents. Lorsque le procureur dit que j'ai demandé aux officiers de police judiciaire de la ville de Brazzaville de me ramener tous les parents des bébés noirs pour que je les coffre, mais il doit citer l'article du code pénal ou du code de procédure pénale qui dit que lorsque un enfant pose un problème, on met le père ou la mère en prison. Là, vous avez le procureur de la République, mais qui déconnecte totalement, c'est-à-dire il est dans l'illégalité la plus totale. Lorsque le ministre de J'allais l'Intérieur... dire tout appareil étatique est déconnecté, c'est ce que je semble comprendre. Alors, puisque l'État a perdu son influence sur les enfants, sur la jeunesse, j'allais dire, les parents également, puisque c'est l'État qui offre le cadre dans tous les cas. C'est le contrat social et le contrat républicain. Oui, est-ce que, monsieur l'abbé Étienne Bakissi, on peut dire que l'Église aussi a perdu la main sur les familles? Je voudrais, la famille d'abord... Même le dernier recours, non? Je vais dire que je voudrais, moi, m'exprimer en termes de droit, c'est-à-dire que le droit traditionnel s'appuie sur des us et des coutumes. Le droit moderne s'appuie également sur des coutumes, sur des us. Donc, on ne peut pas concevoir une loi au niveau de la société si on ne tient pas compte des us et des coutumes. Or, à ce niveau-là, au niveau de famille, les familles sont fragilisées aujourd'hui parce que nous avons quitté, nous avons abandonné nos us et nos coutumes, voyez, pour s'installer dans un semblant, on peut dire, de règles pour pouvoir, qui régulent un peu la société. Donc, il faut se dire qu'il faut revenir sur ce que j'ai dit, il y a un état de lieu à faire. Les problèmes du Congo, à mon sens, sont vraiment connus. La grande question aujourd'hui, comment situer le niveau de responsabilité et le niveau des compétences pour pouvoir, on peut dire, organiser le vivre ensemble. La société est malade aujourd'hui, l'État est malade aujourd'hui, la famille est malade aujourd'hui. On pourrait même dire que les structures, vous voyez, qui régulent la vie sont en panne. Qu'allons-nous faire face à cette situation? C'est la grande question aujourd'hui. Il n'y a pas que l'éducation. Si vous partez dans le monde de la finance, c'est pire que cela. Le monde de l'éducation est difficile. Le domaine politique est difficile aujourd'hui. On peut dire que c'est partout, on trouve que les structures sont vraiment fragilisées parce que les processus de socialisation sont mis en cause. Comment on forme l'individu aujourd'hui au niveau de la société, au niveau de la collectivité, au niveau de l'État, au niveau de la nation? Revoyons, on peut dire, toutes ces questions. Chacun peut se rendre compte que les processus de socialisation, les processus, on peut dire, d'éducation posent problème aujourd'hui. Il faut travailler ces questions, ce qui laisse s'entendre qu'il faut interpeller ceux et celles qui sont dans des lieux de prise de décision pour les amener à comprendre qu'il faut lire autrement la vie sociétale au niveau du Congo. Monsieur Georges Goma, Oui. Face à toutes ces évidences, on se rend bien compte, parce que ça a été longuement dit ici, l'État est démissionnaire, donc c'est un État déliquescent. Les familles n'en peuvent plus, parce que le cadre, déjà, n'est plus celui qu'il faut. L'État n'offre pas ce cadre-là pour que les familles, évidemment, agissent comme il se doit. Mais moi, ma question est de savoir, est-ce que réellement, ce sont là des défaillances
au niveau de l'État l'incompétence ou simplement une stratégie de gouvernement? Bon, écoutez, C'est-à-dire voulu par ce gouvernement de vouloir maintenir la population dans cette ambiance pour bien l'avilir. Monsieur Christian Perrin, c'est ma conviction. C'est ma conviction. J'ai bien écouté mes confrères qui ont apporté des unités de sens très, très, très pertinentes pour essayer de comprendre un peu ce qui arrive à notre pays. Et moi, je reviens sur le postulat selon lequel c'est une volonté manifeste de destruction d'un pays. Parce que déjà au niveau du fonctionnement, l'État fonctionne, hein, à la différence de certains de mes collègues qui ont dit la société ne fonctionne pas, l'État ne fonctionne pas, mais aussi l'État fonctionne. La société fonctionne, mais l'État fonctionne mal. La société fonctionne mal. Il y a tous les ingrédients qui sont là. On ne peut pas me dire que quand même un gouvernement, un pays qui a un gouvernement qui fonctionne, il fonctionne quotidiennement. On les voit se pavaner par-ci, par-là, ils participent à des conférences, ils font des choses, ils affectent des budgets, le pétrole se vend, voilà, l'argent circule au pays. Mais alors, quand on rapproche par exemple et la famille et l'État, mais que voulez-vous qu'un parent fasse quand la famille est restée, les parents sont restés 24 mois, parfois 30 mois sans salaire, et qu'on rejette la responsabilité de cet hécatombe, de cet échec sur les parents? C'est quand même des réalités qu'on a vécues au Congo-Brazzaville. Soyons un peu pragmatiques, pour comprendre que au niveau de la compétence, vous avez parlé de la compétence, Monsieur Christian Perrin, mais bien sûr que oui. Regardez les gouvernements là, regardez les parlementaires. C'est quand même devant nos yeux que nous voyons qu'il y a de l'incompétence dans les acteurs qui font fonctionner la machine de l'État. C'est là que je suis vraiment désolé que nous avons tout ce qu'il faut. Je vais terminer par là, Monsieur Christian Perrin. Pardon. Je pense quand même que je suis d'accord avec l'abbé Bakissi quand il dit qu'il faut chercher une nouvelle vision. Il faut chercher une nouvelle vision qui soit une vision commune, qui soit une vision partagée par tous les Congolais qui doivent s'asseoir pour essayer de faire un peu, de redresser, de retravailler, de reconstruire cette vision d'une société congolaise qui soit une société cohérente. Ça, on peut le faire. Je vais terminer par là en disant que même malheureusement, concrètement, le régime en place au Congo-Brazzaville n'a pas du tout l'intention d'ouvrir un tel chantier. Ils n'ont pas envie. Ils montrent à chaque instant qu'ils n'en ont pas besoin. Ils sont fermés, ils ont des œillets partout et ils ne veulent absolument pas. Alors, une fois qu'on a fait cette observation, mais que voulez-vous que la société congolaise advienne dans les problématiques que nous essayons de mettre sur la table ici? Il n'en fera rien du tout parce qu'il n'y a pas une volonté politique forte qui tendrait à aller vers cette ouverture qu'on essaie de voir ensemble et qu'on réaffecte de façon la plus optimale qui soit l'argent énorme que le Congo a. Et je vais terminer encore par là, Monsieur Christian Perrin. Oui, tu vas terminer 3 fois, mais bon, il faut qu'on aille vite parce que le temps est presque... C'est important. Regardez ceux qui gèrent l'éducation au Congo-Brazzaville. Qu'est devenu l'éducation publique, l'école publique? Et en tout temps, on nous a fait voir quand même qu'il y a des ministres qui ont des écoles privées et qui dirigent en même temps une fonction régalienne d'État, qui est le ministère de l'Éducation. Que voulez-vous? Comment voulez-vous qu'il se situe par rapport à l'école privée qui lui appartient et par rapport à l'affaire publique? Donc, il y a quand même des incohérences comme ça, des choses abracadabrantesques comme ça qui existent dans la gouvernance actuelle que nous sommes en train de voir. Je crois qu'il faut qu'on soit pragmatique, qu'on regarde la gouvernance telle qu'elle se construit, telle qu'elle fonctionne, pour bien comprendre ce qui arrive au Congo. Si on appelle
aux états généraux de l'éducation, ou je sais pas moi, de la famille, comme on l'a dit tout à l'heure, cela veut dire qu'il y a eu échec d'une politique donnée. C'est bien cela, ou bien c'est une stratégie de gouvernement, comme on a dit tout à l'heure? Pour rebondir, hein, Christian, au-delà, je pense que cette réponse, nous l'avons plus ou moins ressentie dans, enfin, du moins cette question, la réponse à cette question, nous la ressentons dans les propos de nos invités. À vous entendre tous parler, on a le sentiment que le Congo s'achemine vers un chaos généralisé. Et je me pose la question de savoir quelles sont les alternatives pour sauver ce qui reste de la jeunesse congolaise. On a parlé des mots, on a désigné des responsabilités, mais quelles sont les alternatives? Parce que ce qu'aujourd'hui les Congolais demandent, c'est des réponses, c'est des solutions. Qu'est-ce qu'on leur apporte comme solution? Abbé Bakissi. Moi, j'ai toujours, peut-être que je m'entêterai à le dire, hein, il faut qu'on arrive à un dialogue national inclusif. À mon avis, c'est un élément important. Une fois qu'on aura, on peut dire, convoqué le dialogue national inclusif, on intégrerait à l'intérieur de ce dialogue la question de l'éducation pour essayer de revoir la question du personnel, la question des stratégies, la question du budget, la question de la relecture. Et quand on aura, on peut dire, abordé la question de l'éducation sous ces angles que je viens de présenter, on pourra comprendre, on peut dire, les mécanismes, on pourra comprendre aussi les difficultés que nous pouvons rencontrer et comment on peut les surmonter. Aujourd'hui, on a besoin de revoir, et déjà la conférence de Brazzaville de l'époque avait déjà abordé la question de l'éducation. Donc, les éléments ne manquent pas, ce n'est pas l'intelligence qui manque au Congo-Brazzaville. Je reviendrai encore sur la question de la volonté et la question de la vision. Si on sort, on n'a pas une vision nette et claire, je crois qu'on ne pourra pas avancer. Et en cela, il faut qu'on arrive, on peut dire, à une république forte. Merci, monsieur. C'est-à-dire que le contrat social est à revoir au niveau du Congo-Brazzaville. Et pendant ce temps, pardon, Loriquet, juste une toute petite question à monsieur l'abbé. Nous savons que l'Église catholique, par exemple, et quand j'insiste sur l'Église, parce que nous l'avons rappelé tout à l'heure, la population congolaise est à 90%, à plus de 80%, allais-je dire, chrétienne, c'est qu'à un moment donné, l'Église avait des écoles. C'était une manière pour l'Église de pérenniser une certaine éducation, je crois. Bon, je ne sais pas ce que ça donne aujourd'hui, mais est-ce que dans le même sens, maintenant que tout le monde est conscient que l'État ne fait plus rien, les familles n'en peuvent plus, qu'est-ce que l'Église peut faire pour sauver les meubles, si je peux me permettre ces termes? Bon, déjà, je crois que c'est en 2011 que le pape Benoît XVI, d'heureuse mémoire, rappelait aux évêques d'Afrique que la question de l'éducation relève de la justice sociale. Il avait bien compris la problématique. Et il avait même encouragé les évêques et toutes les communautés religieuses à traiter, à aborder la question de l'éducation nationale avec beaucoup de fermeté, beaucoup d'intelligence et beaucoup de rationalité. Ce qui laisse entendre que l'Église ne jouera pas le rôle de l'État, inversement. À chacun sa responsabilité. Si à l'époque il y a eu des écoles, c'est parce que l'Église, par le biais de ses institutions, avait réalisé que si on ne s'occupe pas de la question de l'éducation, l'État était incapable de donner, on peut dire, les éléments essentiels à l'enfant, à l'individu, pour pouvoir avancer. Donc aujourd'hui, il faut se dire que l'Église a un rôle, on peut dire, important à jouer. Mais l'Église va jouer ce rôle avec quels moyens? Avec quel budget? Qui doit prendre en main? Qui a la responsabilité de l'éducation? L'Église, bien sûr, doit jouer son rôle,
prophétique, mais ça ne suffit pas. Il y a tellement de choses que l'on souhaiterait aborder. Je pense que nos téléspectateurs aussi sont accrochés, mais malheureusement, le temps nous est compté. Je voudrais quand même réagir. Oui, je Si je peux voudrais, me monsieur permettre. Moini Volo, j'en venais à vous. Quelles sont les alternatives face à ce chaos généralisé? Alors, monsieur l'abbé a fait déjà des propositions. C'est vrai qu'ici, ça sera difficile hein, de tout aborder, mais déjà, il faut que dans notre pays, qu'on puisse créer, soit au ministère de la Jeunesse, soit au ministère de la Santé et des Affaires sociales, une direction de l'éducation spécialisée. Pourquoi je dis une direction de l'éducation spécialisée? Parce que ce que nous appelons les bébés noirs, ce que nous appelons tous ces enfants qui consomment des produits illicites ou de l'alcool à bas âge, sachez-le, peut-être qu'un jour, il faut aussi travailler avec les psychologues, les psychosociologues, les pédagogues, les sociologues. C'est des enfants qui sont en train d'abîmer, pour faire en français simple, qui sont en train d'abîmer leur matière grise, leur cerveau. C'est-à-dire que à l'âge de 16 ans, 18 ans, 20 ans, ils ne pourront pas entrer facilement dans les apprentissages. Donc, il faut une direction de l'éducation spécialisée, c'est-à-dire qu'ils vont travailler avec les psychologues, les pédagogues, les sociologues, des éducateurs spécialisés, des animateurs, et il faut de la formation professionnelle. Parce que chez nous encore, l'école emmène tout le monde vers l'université, et ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. Dans le monde entier, ça ne marche pas pour tout le monde. Il faut que pour un enfant qui s'arrête en troisième, qu'il ait les moyens d'aller apprendre un métier, un enfant qui s'arrête en terminale, pareillement aussi. Et l'argent, nous l'avons. On ne va pas aborder la question du financement. Maintenant, comment rendre tout ça possible dans un pays où le président de la République, Denis Sassou Nguesso, répondant à la question d'un journaliste du Figaro, pas plus tard que hier, quand on lui pose la question quand est-ce qu'il va quitter le pouvoir, supposant qu'il n'y arrive pas, il répond que la question du pouvoir, ce n'est pas si je veux ou quoi. Non. Il cite Paul Biya en disant ce n'est pas que je veux, mais c'est parce que je peux que je reste au pouvoir. C'est-à-dire qu'il lance le défi aux Congolais en disant mais vous voulez que je parte, mais moi je ne veux pas partir. Je reste parce que je mets en place les moyens militaires, policiers, des moyens parfois sauvages pour rester. Mais si vous voulez que je parte, mais faites-moi dégager. Donc, les solutions que nous sommes en train de définir ici, nous ne pourrons pas les mettre en place dès lors qu'on ne peut pas construire un pays avec celui qui l'a détruit. Celui qui a reconnu qu'il a détruit, puisque Georges Goma l'a rappelé. Donc, il faut aller, et comme le dit le CRC, et là, en tant que porte-parole du CRC, je l'affirme avec force et détermination, si nous voulons sauver notre jeunesse et notre pays, c'est de faire la révolution. L'avantage de la révolution, on nous a parlé de la révolution égyptienne comme étant la première révolution au monde, la révolution française, la révolution américaine. La révolution n'est pas un mal, puisque Sassou a dit lui-même qu'il avait tout détruit. Donc, la révolution, c'est l'acte fondamental par lequel le peuple congolais, dans sa souveraineté inaliénable, chassera les mauvais, les dictateurs, pour construire un nouveau contrat social. Et l'abbé l'a dit, remettre en place les nouveaux canaux de socialisation, c'est-à-dire construire les mécanismes par lesquels, quand un enfant naît, la famille sait comment l'accompagner vers la socialisation et l'État sait comment prendre le relais de la famille pour faire de cet individu, qu'il vienne de Bétou ou de Pointe-Noire, de Djambala ou de Komono, quand on lui dira « Qui es-tu » il dira « Je suis congolais ». Je me tourne du côté de Georges Goma. Le nouveau contrat social, la révolution, est-ce pour dire que le CRC a déjà une ligne directrice bien établie? Écoutez, Madame Loriquet, merci de me donner la parole pour dire en conclusion ce que je pense de tout cela. Bon, mes confrères l'ont dit clairement, il faut un nouveau contrat social, ça c'est clair et net. Pour être concret, vous savez très bien que les changements qu'on a eu au Congo-Brazzaville, ça fait 25 ans que M. Denis Sassou Nguesso est revenu au pouvoir et qui a fait pas mal de choses qui n'ont pas marché. Il faut se poser la question pourquoi ça n'a pas marché. Alors, la perspective du CRC, c'est une perspective révolutionnaire, disons-le. Il faut que les Congolais se prennent en charge. Regardez comment est-ce que les Congolais sont en train de trembler, tout simplement parce que
Monsieur Mboulou s'est comme ça levé tranquillement à dire que voilà, à partir de 21h, on ne doit plus trouver des gens dehors. Aussi farfelu que puisse être une telle posture. Mais je voudrais quand même dire ceci, Madame Loriquet. Vous savez, je suis au Québec depuis pas mal d'années maintenant. Vous avez signalé au départ que j'ai fait partie de la commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse. Pendant 2 ans, nous avons travaillé là-dedans. Le Québec, c'est un pays qui a évolué, en tout cas à partir du moment où ils se sont engagés dans la modernisation de leur vie sociopolitique, avec des commissions. La mise en place des commissions d'études et de travail dans des secteurs qui constituent finalement la vie d'une nation. La commission parents des années 60, par exemple, c'était sur l'éducation. La commission Rochon sur les problèmes liés à la santé et aux services sociaux. La commission Claire sur les finances. Et beaucoup d'autres commissions à qui on a donné des moyens nécessaires, composés de tous les experts, pas seulement des experts, mais aussi des citoyens, de tous les acteurs de la société. Et là, c'est la vision qu'a dit Labi Bakissi ici. Il faut reconstruire une vision sociétale. Et si on veut, on se donne la volonté de le faire, alors il n'y a plus d'ostracisme, parce que ce qui se passe aujourd'hui, vous voyez, M. Okemba est venu à Paris, soi-disant pour enclencher une certaine vision, mais c'est des gens qu'on a triés comme ça, qu'ils ont choisi eux-mêmes. Donc, ils choisissent les gens avec qui ils veulent discuter. Et ils mettent les autres à l'écart. Est-ce que vous pensez que ça marchera? Ça ne marchera pas de cette manière-là. Donc, le régime en place doit être très, très courageux. Je sais qu'ils ne le feront pas, ils ne pourront jamais le faire. C'est d'être courageux pour créer cet environnement, cette vision partagée avec tous les Congolais, avec tous les acteurs, pour redresser un Congo nouveau. Maintenant, je vais terminer en disant que ceux qui sont au pouvoir, apparemment, c'est un peu de l'égocentrisme à avoir leur propre petite personne au pouvoir. Et ce qui peut arriver demain, s'il arrive, qu'ils ne soient plus au pouvoir. Mais on peut leur donner 1000 ans encore au pouvoir. Mais le demain, là, c'est la réalité d'ici et maintenant. Hic et not, comme on dit en termes scientifiques. La réalité de là-bas et demain leur est impossible. Vous voyez? Donc, tout ce qui se passera au Congo dépendra de la volonté et du courage que les hommes au pouvoir peuvent avoir à reconnaître l'état de délabrement de notre société et de s'engager, de se propulser au devant avec ce courage pour créer cette nouvelle vision partagée et commune. Autrement dit, on va tous vers un suicide collectif. Christian, on arrive au terme de notre émission. As-tu un dernier mot pour nous inviter? En tout cas, je pense que tout a été dit, à moins qu'il y ait une certaine préoccupation pour chacun, bien entendu, et que la question n'a pas été posée. Ils ont encore quelques secondes, mais là, ça sera vraiment la fin. Moi, je voudrais, si vous m'en donnez l'autorisation, je voudrais rebondir quand même sur ce qui se passe en ce moment. En tout cas, pour quelques secondes. Pour quelques secondes, c'est tout simplement l'actualité du jour. L'article de Libération sur comment on appelle, le siphonnage le pétrole des congolais, le président, l'intermédiaire et les millions envolés. Exactement. Ça pourrait faire l'objet de toute une émission, hein, oui, bien d'accord. Ça fera l'objet de toute une émission, c'est pour montrer aux Congolais, évidemment, qu'est-ce qu'on fait de leur argent, absolument. Voilà, un grand média comme Libération avec un tel article, et je suis absolument certain que ça, ce n'est que la partie immergée de l'iceberg. On a connu les Panama Papers et beaucoup d'autres réalités. Et figurez-vous que si cet argent-là était restitué, retrocédé au peuple congolais, je pense qu'on ne se serait pas là. Alors, M. Didier Mwini-Volo, dans la conclusion, on a parlé de 14 000 milliards qui étaient destinés au fonds de garantie des générations futures. 14 milliards ont disparu dans la nature sans que personne ne soit interpellé. On parle de 6 dignitaires congolais qui disposeraient à eux seuls
5 500 milliards de francs CFA dans les paradis fiscaux. Et voilà, comme un coup de massue sur la tête, on vient d'apprendre depuis hier, bien entendu, c'est l'article de Libé qu'on est en train de citer là, le pétrole congolais, le président, l'intermédiaire et les millions envolés. Et puis, il y a eu d'autres scandales, Panama Papers, Pandora Papers. On se rend compte que le Congo, finalement, a beaucoup d'argent, mais vraiment beaucoup d'argent. Et là, nous venons de débattre sur l'éducation des enfants, la protection de l'enfant. Donc, la politique n'existe pas au Congo. Mais quelle politique? Est-ce qu'on peut parler de trahison? Qu'est-ce qui se passe exactement? Et on est là dans la conclusion. Vous relisez la Constitution, peu importe les constitutions, et à quel moment on peut arrêter le président de la République et le traduire devant la Cour, comment on appelle ça, la Cour de justice de la République, c'est lorsqu'il y a une haute trahison. Et la haute trahison, eh ben, c'est ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que le président a prêté serment pour protéger la population, pour utiliser les richesses de l'État, de la République, au service de la collectivité. Ça, c'est le rôle de l'État, au service de la collectivité. Or, là, depuis, vous avez vous-même cité, l'État est maintenant au service d'une famille. Donc, il n'y a pas d'autre choix et c'est aussi la Convention internationale des droits de l'homme. Lorsque le pouvoir est en train de virer en dictature, le peuple se révolte contre le pouvoir. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est constitutionnel. Or, il y a un système de corruption généralisé. Mais, Monsieur Perrin, depuis que l'article de Libération est sorti, donnez-moi le nom du parlementaire, du député, du sénateur, de l'homme politique ou de la femme politique au Congo qui a pris le pouvoir, la parole. Personne. Le chef de l'opposition est silencieux, plus qu'une carte. Les autres ont prêté leur langue au chat ou au tilapia. Et voilà ce qui se passe dans notre pays. Et citez-moi un seul pays en Afrique centrale ou en Afrique où on peut sortir de telles énormités et tout le monde est tranquille, tout le monde dort. Et le pire, c'est que de façon assez concomitante, Moulou dit, si vous sortez encore à 21h, vous allez voir. Et là, tout le monde se terre chez lui. C'est quand même grotesque. Donc, la seule chose aujourd'hui, moi, vous pouvez sortir tous les concepts économiques, financiers. Sassou n'a pas le cerveau capable de faire avancer le Congo. Je ne dis même pas développer. Je vous assure que sur le plan intellectuel, sur le plan comportemental, en politique internationale, nous avons un cours qu'on appelle la personnalité des hommes politiques, la personnalité de l'homme d'État. Leur personnalité les empêche de faire. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas. Hein, parfois, on dit, oui, il y a peut-être du laisser-faire et tout, mais aussi, leur cerveau n'est pas préparé pour gérer un État. Ils ont eu la chance et le gangstérisme d'arriver à la tête du pays. Mais moi, je le dis depuis longtemps, en 97, je peux même citer l'ancien chef du département de mathématiques à Brazzaville. Il était avec nous en Chine. Je ne veux pas citer le nom, mais en suivant cette vidéo, il va se rappeler. En 1997, nous sommes en Chine. Je lui dis, si Sassou fait avancer le Congo d'un iota, alors je vous donne mon cerveau. Il faut chasser ce pouvoir. Merci beaucoup, messieurs. Je pense que vous avez quelque chose à dire en dernier lieu, c'est ça? Non? Je m'adresse là à l'abbé Bakissi, à Georges Goma, puisque Didier vient de conclure déjà. Georges Goma avait été déjà interpellé. Ah oui, d'accord. Donc l'abbé Étienne Bakissi pour conclure. Bon, mais pour conclure, bon, il faut d'abord prendre conscience que le pays est en panne, le pays est malade, et que toutes les sensibilités, on peut dire sociales, administratives, politiques, sont interpellées, même au niveau de l'Église, pour qu'on voit ensemble comment reconstruire notre beau pays. Il y a ça, et puis une autre préoccupation, c'est que tous ceux qui exploitent notre sous-sol, est-ce qu'ils peuvent déclarer ce qui est produit? Est-ce qu'ils peuvent justifier la direction que prend tout ce qui est produit? Ça, c'est très important. Et ensuite, quelque chose que nous avons perdu, c'est le trésor public que nous avons tué volontairement. Donc, quand on reviendra, on peut dire à toutes ces entités, on pourra, à mon sens, prendre un autre envol pour essayer, on peut dire, de reconstruire le pays, mais sur des bases, on peut dire,
juridiques, sur des bases sociales, sur le droit, et puis en mettant en avant-plan, à mon sens, la question de la justice, la question de l'équité, et puis le vivre ensemble, et pourquoi pas l'intérêt général et le bien commun. Merci. Je pense que ces dernières questions qui ont été soulevées feront l'objet d'une émission avec Christian Perrin, et les téléspectateurs attendront avec impatience cette tribune sur justement les différents scandales qui émanent la vie publique congolaise, la vie politique congolaise. Je tiens à rappeler que le thème de notre tribune, c'était la dépravation des mœurs chez les jeunes au Congo. Nous l'avons compris à l'écoute de vos différentes interventions, que cette dépravation peut être la conséquence de multiples facteurs familiaux, sociétaux ou culturels, et surtout politiques. Et s'il est bien vrai que l'éducation familiale et l'Église sont censées donner des repères et enseigner la morale, il n'en demeure pas moins que le cocon familial aujourd'hui au Congo ne constitue plus le seul vecteur d'apprentissage dans notre société. L'État a une responsabilité importante. Voilà, chers invités, nous sommes arrivés au terme de cette tribune. Merci. Merci, messieurs, Merci à toi également. au jeu des questions et réponses. Merci, Christian, d'avoir bien voulu m'accompagner dans cette première de l'interview. Chers téléspectateurs, fidèles internautes, merci également de nous avoir suivis. Comme de coutume, n'oubliez surtout pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. À bientôt et au revoir.